Et aujourd'hui, dans votre chronique Diaspora, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain Blaise Ndala. Merci à vous d'être avec nous sur notre plateau. On va bien sûr parler de votre vie, de votre parcours, de votre choix de la littérature. Mais d'abord, Blaise Ndala, il faut le dire aux téléspectateurs, vous menez une double vie. Une double vie, oui, on peut le dire ainsi, dans ce sens que parallèlement donc, à ma vie d'écrivain, qui est consacrée par les deux romans dont nous parlons tout à l'heure, je suis également juriste. Donc je travaille pour l'ombudsman des détenus sous responsabilité fédérale. On est en France, je dirais, un peu l'équivalent de ce que fait Jacques Toubon comme défenseur des citoyens, mais pour un segment spécifique des citoyens canadiens, donc ceux qui sont derrière le barreau. Vous avez une formation de juriste? J'ai une formation de juriste et j'ai une spécialisation en droit international des droits humains. Et alors pourquoi vous avez décidé de ne pas être qu'écrivain? En fait, j'ai commencé par être juriste et je n'ai jamais nourri l'ambition d'être écrivain, même si j'ai commencé à écrire très très jeune. C'est plutôt en quelque sorte la littérature qui m'est tombée littéralement sur la tête pour faire une histoire courte. En fait, j'ai ramené de la Belgique où j'ai... Vous aviez fait vos études de droit? Exactement. Des manuscrits que j'ai emportés avec moi quand j'ai décidé d'aller m'installer au Canada, jusqu'au jour où ma copine de l'époque va tomber sur un texte qu'elle va adorer. Et elle voudra envoyer ce texte-là à un éditeur, mais je vais l'en dissuader. Je vais lui demander... Elle va vous faire un chantage. Vous êtes devenu écrivain à cause d'un chantage. Absolument, c'est aussi vrai que ça. Mes proches le savent. Elle m'a dit, mais vous m'avez caché que vous étiez écrivain. Ces textes, je l'aime beaucoup. Je vais l'envoyer à un éditeur. Je suis absolument persuadé qu'il sera publié. Je lui ai dit, mais vous m'aimez bien, donc c'est normal que vous ayez un biais. Mais les éditeurs, ils en ont vu de vertes et des pas mûres. Des textes, des grandes qualités, ils en reçoivent tout le temps. Vous avez eu un soutien de poids aussi, qui vous a encouragé à envoyer ce texte. Absolument. Et vous pouvez nous dire qui c'est? Bon, il y a eu d'abord donc cette conjointe que je vais demander, à qui je vais demander d'attendre le temps que j'écrive pour une fois un texte avec l'ambition précise d'être éventuellement publié. Et puis, plus tard, il y aura Dany Laferrière. Dany Laferrière, exactement. Effectivement, qui lira en diagonale ce texte, le premier, J'irai danser sur la tombe des Senghor, et qui me lancera une sorte de défi en disant « Mais ce texte, je l'attends en librairie, il faut que tu le finisses, il faut que tu le fasses publier. » Et donc voilà, le reste... Je crois que vous avez envoyé vos textes justement chez Albin Michel, chez Gallimard aussi, et puis il y a une petite maison d'édition aussi, oui, au Canada. Voilà, c'est les éditions L'Interligne du Canada, une maison de taille moyenne, franco-ontarienne, qui est basée à Ottawa, qui sera la première donc à répondre. Je demanderai l'avis à la fois des Dany Laferrière et de mon père, qui me dira « Écoute, tu es un chasseur, tu vas en forêt, tu cherches un éléphant peut-être, mais si tu vois un antilope avant d'avoir l'éléphant, abat-le. » Donc j'ai accepté le contrat que l'Interligne m'offrait et donc le texte est sorti au Canada. Et quand Albin Michel a réagi, beaucoup plus tard... Oui, ils vous ont fait une proposition. Oui, mais c'était 3 mois après que j'avais déjà signé avec les Canadiens. Et donc voilà, je suis parti sur les terres franco-ontariennes qui sont finalement mes racines depuis que je vis au Canada. Alors, vous l'avez déjà cité, il y a ce livre, J'irai danser sur la tombe de Senghor. Il y a eu plus récemment aussi Sans capote ni kalachnikov. Et vous avez évoqué quelqu'un de très important, votre père. Je crois que c'est lui qui vous a donné vraiment le goût de la littérature. Il y avait un jeu entre vous. Oui, c'était un jeu très très ludique que je devais avoir entre 6 et 7 ans. Alors lui qui était un boulimique de la lecture, il ramenait des livres de romans, de revues comme Historia, je m'en souviens, il montrait Alain Decaux, et c'est quelqu'un qui est un francophile fini. Bref, il m'emmène des textes, ça va de Antoine de Saint-Exupéry aux 4 jeunes détectives d'Alfred Hitchcock. Il me lance ce jeu, donc tu lis le tiers du livre pratiquement et tu m'en fais le résumé, par écrit ou verbalement. C'est comme ça un peu que j'ai pris la piqûre et ça va rester pendant des années, quoi. Alors, on va revenir sur ce premier livre, justement. J'irai danser sur la tombe de Senghor. Il revient sur un combat de boxe mythique, celui du 30 octobre 1974 à Kinshasa, le combat du siècle, comme on l'a surnommé, entre Mohamed Ali et George Foreman. Pourquoi vous avez décidé d'écrire autour de ce combat? Pour 2 raisons. Je pense que la première, c'est que j'ai eu un oncle à qui le livre est dédié, qui s'appelle Eustache, qui vit à Kinshasa, qui, lui, était présent dans le stade la nuit du 30 octobre lorsque Mohamed Ali terrasse au 8e round George Foreman. Cet oncle, qui est très très proche de moi, m'a bassiné cette histoire. Il ne vibrait que de cette histoire. Il parlait de cette époque du Zaïre et de Kinshasa comme d'une sorte de paradis perdu. Il me disait, Blaise, il fallait être à Kin-Label en 74, t'aurais dû vivre ça. Et lui, il était un danseur, mais un danseur fini, un grand fan de Zaïko Langalanga, le groupe
sur lequel je reviens dans le roman. Donc c'est un peu son alter ego que je convoque à travers le personnage de Mondero. Donc c'est pour essayer de lui faire revivre indirectement ce rêve de sa jeunesse, de ses belles années, à l'époque de Mobutu, que je vais ramener cette histoire, mais également parce que je voulais questionner cette mémoire sélective des Congolais d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vouliez dire justement sur votre pays natal? Mais avec cet événement. Ce que j'avais envie de dire, c'est qu'on entend beaucoup des discours très lénifiants autour du Mobutisme des années de Mobutu, parce qu'il y a eu la guerre et que les Kabila, père et fils, ne nous ont pas apporté des lendemains meilleurs. Donc du coup, il y a une nostalgie qui dit que c'était beau avant du temps de Mobutu. Et quoi de mieux que l'image d'Épinal du combat des Boxers de 74 pour faire revivre le Mobutisme clinquant. Alors avec ce roman, je me lançais comme défi de questionner cette période et de dire finalement, pendant que le dictateur offrait un peu de pain mais beaucoup de jeux, pourquoi voulait-il nous bluffer? Que voulait-il nous cacher? Il se trouve qu'il tissait en ce moment-là la toile de cette dictature qui va nous broyer 32 ans durant. La preuve que cette mégalomanie ne s'arrêtera pas à ce combat. Il se souviendra à vos téléspectateurs qui ont suivi cet épisode, c'est que 2 ans après, il va vendre pratiquement l'équivalent du territoire de l'Allemagne à une compagnie allemande, Autrag, pour un projet pharaonique de lancement de fusées. Donc il va partir comme ça dans une folie de grandeur qui connaîtra évidemment son paroxysme en même temps que lui-même va chuter dans les conditions que l'on connaît. Vous êtes parti à 21 ans de RDC, vous êtes arrivé en Belgique, vous avez suivi des études de droit. Vous êtes aujourd'hui au Canada, dans une province anglophone, vous qui êtes francophone. Hein, et francophile, oui. Et francophile. Comment, aujourd'hui, vous regardez la République démocratique du Congo? Est-ce que vous imaginez, par exemple, un jour y retourner? J'y retournerai pour m'y installer, certainement. Mais je ne sais pas quand, mais j'y retournerai certainement. Mais j'y retourne déjà assez régulièrement. Et encore plus depuis que j'ai publié ces 2 romans, parce qu'on m'a invité à diverses occasions. Mais je vais aussi pour voir la famille. Un jour viendra où je retournerai. Pourquoi vous faites ce choix-là, déjà? Vous le dites. Mais parce qu'il y a une sorte d'appel très pressant qui est là, mais qui n'est pas de l'ordre de l'urgence. Il y a tout simplement comme un besoin viscéral de ne pas couper définitivement le pont physiquement. Je peux aller revenir, mais j'ai envie un peu plus tard, au soir de ma vie, de retourner et de voir quel projet je pourrais porter en rapport très certainement soit avec les droits humains, soit avec la littérature, pour cette jeunesse qui a soif de savoir et qui, malheureusement, en termes d'infrastructure et de l'offre pour ce qui est des arts en général, hormis certains arts populaires, est un peu logée à une enseigne qui n'est pas à la grandeur et au prestige que devrait avoir le Congo. Et vous avez d'autres projets aussi à mener entre-temps. Votre livre, justement, J'irai danser sur la tombe de Sangor, je crois que les droits ont été rachetés par Rachid Bouchareb, le réalisateur d'Indigène. Je crois que vous travaillez avec lui sur cette adaptation. C'en est où? Vous pouvez nous le dire? Alors, j'étais très très surpris d'abord de recevoir ce message de Rachid Bouchareb qui s'intéressait à ce roman, qu'il avait lu et aimé. Et quand il a acheté les droits, il m'a approché, donc il m'a proposé de coécrire avec lui le scénario du film qu'il voulait faire à partir de ce roman. Et qui va être réalisé à Hollywood, je crois, en plus. À Hollywood, oui. Il m'a d'ailleurs invité, après l'écriture de la première mouture du scénario, à Los Angeles, où on a travaillé pour passer à la 2e version, puis à la 3e. Alors, au stade où nous sommes, l'écriture du scénario est terminée depuis un petit bout. Alors, il est dans la phase production. Je lui souhaite toutes les chances du monde. C'est son film. Eh bien, j'ai hâte de voir de quoi il va accoucher une fois que le projet touchera son terme. Dernière question, réponse rapide, s'il vous plaît. Est-ce que vous imaginiez un jour, vous, justement, né en RDC, parti étudier en Belgique et aujourd'hui installé au Canada, avoir cette carrière? Absolument pas, très honnêtement. Si on me l'avait fait miroiter, j'aurais crié à l'hallucination. Et pourtant, on en est là et je dis, ben, tant mieux, je touche du bois, et pourvu que ça dure et que l'on continue à rêver. Et vous êtes en train d'écrire votre 3e livre et vous viendrez nous en parler. Merci à vous, Blaise Ndala, d'avoir été avec nous sur le plateau du Journal Afrique de TV5 Monde. Merci de m'avoir invité.